Les fêtes de fin d'année et leurs traditionnels repas sont désormais derrière nous, l'occasion de débuter cette nouvelle année 2022 avec de bonnes résolutions, mais aussi de bonnes habitudes alimentaires, un réflexe indispensable pour conserver une bonne santé. Pour nous éclairer ce soir, nous recevons la nutrithérapeute Krotoum Konaté. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Les festivités de fin d'année sont parfois le moment où l'on constate des excès alimentaires. Quels sont les meilleurs moyens pour retrouver, entre guillemets, un bon équilibre alimentaire? Alors, pour retrouver un bon équilibre alimentaire, je dirais qu'il serait important déjà de prendre soin de son microbiote intestinal. Qu'est-ce que c'est que le microbiote? Alors, qu'est-ce qu'est le microbiote intestinal? Microbiote, déjà, en général, on n'a pas qu'un microbiote, mais plusieurs microbiotes. C'est un ensemble de micro-organismes. C'est un peu ce qu'on voit à l'écran, là. Tout à fait. Donc là, vous voyez, c'est des bactéries, mais on a aussi des virus, des champignons, donc ça peut être des levures, même des parasites. Donc c'est vraiment cet ensemble de micro-organismes qui constituent ce qu'on appelle le microbiote. Donc c'est vraiment des micro-organismes. Et en fait, on est colonisé, on est habité par ces organismes. Ils sont avec nous depuis la naissance. Et justement, en quoi ce microbiote est-il important? Alors, il est important parce que déjà, il a un rôle de protection contre les mauvaises bactéries, par exemple. Il contribue à préserver, donc de nous préserver par rapport aux parasites. Ça, c'est un premier fait. Mais surtout, il héberge notre système immunitaire. Il est vraiment accolé au niveau du système digestif. Donc, c'est vraiment lui qui va faire en sorte d'éduquer ce système immunitaire et il l'éduque sur les 3 premières années de la vie. Par ailleurs, le microbiote, il rend des services dès lors qu'on le nourrit bien. C'est pour ça que je dis que c'est important de Justement, retrouver des on va y bonnes revenir, habitudes. mais juste avant, après les fêtes et les excès, notamment dus au repas assez fourni, ce microbiote est-il agressé? Alors, il peut être agressé, puisque alors, en général, il n'est pas agressé d'un coup, c'est vraiment agressé au fur et à mesure. Mais si on adopte une mauvaise alimentation ou des excès, il faut savoir que vos bactéries, elles vont manger ce que vous mangez. Donc, si vous apportez certains aliments en excès qui ne sont pas ceux qu'il faudrait, alors vous risquez de l'altérer. Alors, quelles sont les fonctions premières de ce microbiote? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, système immunitaire, une fonction de barrière. Il va aussi, du coup, s'il est bien alimenté, donc qu'on lui apporte des fibres notamment, plus d'autres types d'aliments, on reviendra dessus, alors il peut fabriquer des substances qui auront des propriétés anti-inflammatoires. Alors par inflammation, peut-être faut que je précise, quand le corps, par exemple, je suis coupée, j'ai une blessure, je vais saigner, j'ai une rougeur, ça chauffe, etc. Ça, c'est une réaction inflammatoire, on va dire importante, aiguë. Maintenant, naturellement, on peut avoir des petites réactions inflammatoires. C'est comme si le corps, il se consumait, vous savez, comme une petite braise. Et ça, quand il y a tout le temps cette inflammation-là, ça peut être délétère pour la santé parce que justement, ça peut générer certaines maladies chroniques auxquelles on associe l'inflammation, comme l'hypertension, le diabète, les douleurs articulaires, etc. Et notamment, le microbiote intestinal, s'il est bien nourri, qu'on lui apporte les bons nutriments, il va fabriquer des substances qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Comment le microbiote intestinal évolue-t-il tout au long de notre existence? Alors, il se construit déjà les 3 premières années de notre vie et ça, c'est quoi? C'est capital. On va hériter du microbiote si un enfant naît par voie naturelle, par voie basse, un accouchement par voie basse, alors il va d'abord être colonisé, vraiment colonisé des bactéries de la maman vaginale, un peu de l'intestinal, mais surtout vaginal. Et puis ensuite, c'est comment j'ai porté, l'allaitement, donc les bisous, papa, maman, etc. S'il y a des animaux de compagnie, tout ça, ça contribue à développer le microbiote jusqu'aux 3 premières années de vie. Ensuite, selon effectivement comment j'ai mangé, mon hygiène de vie, stress et intense ou pas, tout ça va contribuer, à soit préserver ou altérer mon microbiote intestinal. Alors, vous avez dit qu'il fallait bien nourrir son microbiote. Quels sont les aliments à privilégier? Le microbiote, enfin nos microbes, nos colocataires, moi j'aime bien dire c'est quelque part, je cherche à cultiver mon jardin intestinal. Donc si je veux le préserver, donc il faut que je lui apporte les bons aliments. Vous voyez ça un peu comme un jardin. Et là, nos bactéries, les bonnes bactéries, celles qui vont nous rendre des services, elles auront besoin plutôt d'aliments riches en fibres. Donc on peut retrouver ça dans des légumes,
Les légumes. Quel genre de légumes? Par exemple, des légumes feuilles. Alors, sur des légumes, c'est vrai que tout ce qui va être poireaux, artichauts ou même des oignons, des brocolis, etc. Ce type déjà de légumes contribue, mais même les légumes feuilles que l'on peut trouver. Alors, j'adore par exemple le gombo, qui n'est pas un légume feuille, mais carrément un légume qui est en plus gélatineux et tout. Lui contribue à vraiment nourrir les bactéries dans le bon sens, quoi. Par ailleurs, c'est vrai que je vous ai dit qu'il y a les légumes, il y a aussi des fruits, mais on peut aussi avoir des aliments comme les tubercules qui sont riches en amidon. L'amidon, vous savez, c'est ce qui va donner ce côté un peu fibreux, des féculents. Donc, par exemple, l'igname, le manioc, la banane plantain sont aussi des aliments qui vont nourrir le microbiote parce que, surtout s'ils ont été refroidis, cet amidon devient ce qu'on appelle un amidon résistant et là, ça devient une bonne nourriture pour les bonnes bactéries. La consommation de sucre est-elle recommandée? Alors, la consommation... Dans la mesure où le sucre est extrêmement consommé sur le continent africain. C'est ce que j'allais dire. Le sucre, ça devrait être consommé par parcimonie. Ok ? Trop de sucre, et dès lors qu'on en consomme quasiment tous les jours, ça devient un excès. Si vous en consommez trop, alors vous allez nourrir les bactéries qui aiment le sucre. On est bien d'accord. Et là, effectivement, on sait que le sucre est pro-inflammatoire. Donc, de toute façon, le sucre ne va pas contribuer à calmer. Au contraire, il va générer des maladies qui peuvent contribuer à amplifier l'inflammation. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, diabète, hypertension, douleurs articulaires, etc. On le sait aujourd'hui que le sucre est un vrai fléau. Et si on veut préserver son microbiote intestinal, il vaut mieux se détourner du sucre. Qu'en est-il des boissons sucrées? Alors, les boissons sucrées, c'est un shoot de sucre explosif. Il vaut mieux manger des fruits qui contiennent des sucres qui seront libérés progressivement parce que le fruit va aussi contenir des fibres. Donc, même si c'est sucré, le sucre, il est piégé et donc libéré progressivement. Alors qu'un soda, il n'y a plus de fibres. Donc là, c'est un sucre massif qui est envoyé dans le corps. Alors les nutritionnistes ou alors les nutrithérapeutes recommandent souvent la consommation de céréales, mais il existe une large variété de céréales. Comment faire son choix à travers toute cette multitude de céréales? Alors pour les céréales, effectivement, certaines ont tendance à être diabolisées. Ce qui est intéressant, c'est cette notion d'une céréale si elle est brute, c'est-à-dire avec sa pellicule. Et donc si, par exemple, je prends un grain de riz complet. Si on garde la pellicule, etc., le riz est une céréale, je l'écrase, je vais le moudre. J'ai non seulement le grain de riz, mais aussi la petite pellicule. Du coup, ça, c'est un riz complet. Maintenant, on peut décider de raffiner, de séparer cette pellicule et donc d'en faire un riz blanc. Le riz blanc va faire que c'est un riz qui va libérer plus facilement du sucre que le riz complet qui avait sa pellicule. Donc, tout dépend en fait du traitement de cette céréale. Ce qui est plus intéressant, c'est de consommer des céréales brutes, donc peu raffinées. Malheureusement, les gens se tournent plus facilement sur des produits raffinés, d'ailleurs qui sont beaucoup plus faciles à mastiquer. D'ailleurs, un riz complet va mettre beaucoup plus de temps à cuire qu'un riz blanc. Pourtant, le riz blanc, qui va fondre en bouche, c'est un shoot de sucre dans le corps, alors que le riz complet, lui, sera bénéfique. Dernière question, il nous reste 1 minute. Les régions africaines disposent de leurs propres habitudes alimentaires. Pouvez-vous nous donner quelques aliments à privilégier au niveau local? Alors, au niveau local, moi, je trouve tous ces plats anciens qui sont à base de sauce feuilles, par exemple, que ça peut être des feuilles de baobab ou des feuilles de manioc, etc., qui sont faits notamment avec, par exemple, de la banane plantain ou même du manioc, etc. Tous ces plats-là, je les trouve très intéressants. Les plats, même un thieboudienne, un vrai thieboudienne, s'il n'y a pas trop d'huile, avec beaucoup de légumes, le poisson et le riz restent un plat très intéressant. Et idem, toutes ces sauces où on peut trouver du gombo, c'est très intéressant. Maintenant, ce qui se passe, c'est peut-être l'occidentalisation de certains plats traditionnels où finalement on a rajouté beaucoup plus de riz, beaucoup plus de viande, etc. C'est ça qui est peut-être un peu délétère pour la santé. Merci beaucoup, Krotoum Konaté, pour vos explications.